Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons notre analyse. Alors les sources qui figurent dans les équations de Maxwell sont les densités de charge, ρ xt, en fonction de la position et du temps, et la densité de courant, jxt. En électromagnétisme classique, on suppose qu'elles correspondent à des distributions continues par rapport à la position x, et au temps, même si on considère parfois des distributions localisées que l'on assimile à un point. Les valeurs de ces charges ponctuelles, supposées totalement arbitraires, correspondent en fait à des valeurs discrètes, ainsi que l'ancienne expérience. L'unité de charge fondamentale est la valeur absolue de la charge de l'électron. La valeur absolue de la charge de l'électron, parce qu'en fait, elle est par convention négative. C'est 4,803 206 8 15 fois 10 exposant moins 10 unité électrostatique, c'est aussi égal à 1,602 177,33 49 fois 10 exposant moins 19, si je ne dis pas de bêtises, moins 19 coulombs en unité ici. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux erreurs expérimentales sur les deux derniers chiffres, les deux dernières décimales. Les charges du proton et de toutes les particules ou systèmes de particules actuellement connus sont des multiples entiers de cette unité fondamentale. Dans ces unités, les quarks ont pour charge 2 tiers, plus ou moins 2 tiers ou plus ou moins 1 tiers, mais les quarks n'ont jamais été, à ce jour, été observés individuellement. Ils sont toujours confinés en groupe qui donnent à la charge totale une valeur entière de fois la valeur élémentaire. La précision expérimentale avec laquelle on sait qu'il s'agit bien de multiples entiers est phénoménale, inférieure à 10 exposant moins 20, moins d'un dixième de milliardième. Et c'est logique, hein, puisque si on avait par exemple un tout petit écart entre le proton et l'électron, un atome d'hydrogène porterait une charge, et dans un volume macroscopique d'hydrogène, il y a des milliards d'atomes d'hydrogène, on aurait une charge conséquente qui serait mesurable. Et donc on peut atteindre une grande expérience. Les expériences correspondantes seront vues plus loin en détail, en même temps que l'analyse de l'invariance de la charge. Dans la majorité des contextes macroscopiques, on peut négliger la nature discrète de la charge électrique. Un condensateur de 1 microfarad, une valeur courante, soumis à un potentiel de 150 volts, porte sur chaque électrode 10 exposant 15, donc 1 million de milliards, de charge élémentaire. Quelques milliers d'électrons en plus ou en moins ne feraient aucune différence. Un courant électrique de 1 microampère correspond à 6,2 fois 10 exposant 12, donc 6000 milliards de charges élémentaires par seconde. Alors, bien sûr,
quelques expériences macroscopiques ou presque macroscopiques, délicates, dans lesquelles il faut tenir compte de la nature discrète de la charge, existent. C'est le cas, par exemple, de l'expérience de Millikan, qui est célèbre, puisqu'elle a permis justement de montrer et donner la première valeur de cette charge élémentaire. Ces gouttelettes, les gouttelettes qu'il a utilisées dans son expérience, avaient un rayon de 10 exposant moins 4 cm, à 10 millièmes de centimètre, de toutes fines gouttelettes, et portaient chacune quelques charges seulement, ou au plus quelques dizaines de charges. Les équations de Maxwell se distinguent par une dissymétrie dans la présence des sources. Celles-ci figurent uniquement dans les deux premières équations que j'ai données. Cette dissymétrie traduit l'absence de charge magnétique et de courant magnétique constatés expérimentalement. En fait, comme on le verra plus tard, les particules pourraient aussi bien, en plus de leur charge électrique, posséder également des charges magnétiques. Si toutes les particules existantes dans la nature présentaient le même rapport charge magnétique-charge électrique, on pourrait redéfinir les champs et les sources de manière à retrouver les équations habituelles. En ce sens, l'existence ou la non-existence des charges et courants magnétiques est une affaire de convention. Alors donc, durant la quasi-totalité de cette série, on supposera qu'on a seulement des charges et courants électriques. Donc, seules ces charges électriques et courants électriques interviennent dans les équations de Maxwell. Toutefois, nous examinerons quelques conséquences de l'existence d'une particule particulière, par exemple un monopôle magnétique, sans charge électrique mais avec une charge magnétique, doté d'un rapport, donc charge magnétique, charge électrique, différent des autres particules. Donc voilà pour les équations de Maxwell dans le vide et ses limites macroscopiques. Dans la prochaine vidéo, nous pencherons sur la loi du carré inverse pour l'interaction électrostatique et le problème de la masse du photon. Je vous remercie.